Vendredi soir, première partie, ravi de vous retrouver. Merci à Nathalie Arthaud d'être avec nous, porte-parole de Lutte ouvrière. Cécile Rilhac, vous êtes députée La République En Marche du Val d'Oise. Autre Valdoisien en face de vous, Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise et porte-parole du Parti socialiste. Et puis on est ravi d'accueillir Gilles Plattret, vous êtes vice-président des Républicains et maire de Chalon-sur-Saône. Bonsoir. Alors, le discours présidentiel était particulièrement attendu, même certains disaient qu'il n'y arriverait pas à le faire, ce discours. Il l'a fait sur le séparatisme islamiste et les mots ont bien été dits. Écoutez. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Nathalie Arthaud, votre réaction, vous, sur ce qu'on vient d'entendre de la part d'Emmanuel Macron? Je me dis que ce discours et ce déplacement pourraient être mis sur le compte de campagne de la future campagne présidentielle de 2022. C'est purement électoraliste pour vous? C'est purement électoraliste, évidemment. Il fallait absolument qu'il fasse ce discours. Il lui fallait un projet de loi sur l'islamisme radical. Alors, il a cherché ses mots, il a hésité, il a essayé de voir ce qui allait lui permettre de composer la base électorale la plus large, mais ça ne sert qu'à ça. Voilà, il veut rester dans la roue de Marine Le Pen et il fait du racolage, y compris sur le terrain de la droite. Je vois que vous êtes en partie satisfait. Bah, écoutez, certains de vos électeurs le seront sans doute aussi. Voilà, et c'est de la démagogie. Et moi, ça me choque parce que ça va retomber encore sur le dos des musulmans. Mais voilà. Par exemple, quand le président annonce que tous les enfants désormais à partir de 3 ans seront scolarisés physiquement, en présentiel, pour éviter l'école à la maison. Non mais moi je ne vais pas discuter de tel ou tel... Ah bah si, parce qu'on va en parler là. Je crois pas une seconde que ce soit le but recherché. Il ne se pose même pas la question de l'efficacité de telle ou telle mesure. Encore une fois, ce qui compte, c'est la petite musique. C'est que ça va dans le sens d'un certain nombre de préjugés, que ça va dans le sens des suspicions. Mais construire un islam à la française, est-ce que ça a du sens? C'est ça la réalité. Donc, écoutez, moi j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait la séparation de l'Église et de l'État, que ce n'était pas M. Macron qui allait construire l'islam. Donc non, mais tout ça, encore une fois, voilà, c'est la petite musique. Bon. Il lui fallait ces mots-là. Moi, si j'ai une chose à dire ce soir, j'ai envie de m'adresser justement au monde du travail, à l'ensemble de ceux qui vont se retrouver demain matin à 5h du matin là, dans le RER, à tous ceux qui vont aller rejoindre les entreprises, les usines, etc., à leur dire on est de religions différentes, d'origines différentes, de nationalités différentes, ne nous laissons pas diviser. Voilà, ne nous laissons pas diviser. Est-ce que sur le fond, Nathalie Arthaud, c'est à l'État d'organiser, si on suit un peu ce que dit le président, la religion musulmane française? Écoutez, moi, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe dans ce discours, c'est que la plupart des mesures n'avaient pas besoin de loi, en fait, pour être mises en œuvre. Voilà. Tout ce qu'il a annoncé là n'avait absolument pas besoin d'un nouveau projet de loi. En réalité, il y avait tous les outils pour faire ce qu'il avait envie de faire. Par exemple, arrêter le financement par l'étranger de certaines mosquées ou de certains imams. Mais ils peuvent le contrôler. D'ailleurs, ils le disent qu'ils le contrôlent déjà. Donc, ils ont un tas de moyens en réalité. Sauf que là, voilà, encore une fois, il lui fallait ce projet de loi. Il lui fallait parler de l'islam, de ses dérives, dans les services publics, etc. pas de signes extérieurs. Pas de signes extérieurs religieux, y compris dans les missions, j'allais dire, déléguées. Par exemple, les compagnies de bus qui assurent des missions de service public. Si une femme est au volant, elle n'est pas de voile. Ça vous choque, ça? À côté de ça, moi, il y a beaucoup de choses qui me choquent. Et je ne suis pas naïve. Je sais aussi qu'il y a des militants de l'islam politique qui cherchent effectivement à utiliser le désarroi, la détresse, la marginalisation, la révolte, la colère pour avoir une emprise plus grande et un pouvoir sur ce qu'ils prétendent être leur communauté. Donc bien sûr qu'il y a des militants de l'islamisme politique. Mais pour vous, la loi, ça suffit pour les débusquer, pour les arrêter? Mais sur la base de quoi ils font recette? Pourquoi, y compris ce fanatisme, pourquoi c'est aujourd'hui attire, y compris un certain nombre de jeunes? Parce que
en effet, la société, avec la crise, avec le chômage de masse, avec cette société qui se disloque, qui se déglingue, je dirais, par tous les bouts, eh bien, il y a tout ça. Il y a cette cristallisation de la haine. Il y a ce racisme aussi qui existe dans la société, où un tas de jeunes, de moins jeunes, se sentent rejetés, pas à leur place, marginalisés. Donc, c'est tout ça qu'il faut changer. Et moi, je pense que ça, on ne le changera pas si on ne change pas cette société. Si on ne change pas cette société qui fabrique ces inégalités, cette misère, qui va de crise en crise. Mais bien sûr qu'ils en profitent, mais comme d'autres peuvent en profiter dans plein d'autres pays, et comme à d'autres époques, d'autres fanatismes, d'autres pourraient en profiter. Ça vous paraîtrait normal si Olivier Véran, dimanche, arrivait et disait ben oui, à partir de demain, les bars, on les ferme à Paris, à Lille, à Lyon, à Saint-Étienne, parce que les chiffres sont pas bons, ou bien il y aurait une certaine révolte de votre part, comme on l'a vu à Marseille ou à Aix? Moi, de toute façon, depuis le début, je suis très en colère. Je suis très en colère, voilà, parce que ce qui dépend. En colère contre quoi? Parce que ce qui dépend du gouvernement, ce qui dépend de l'État, eh bien, voilà, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et mais alors, attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Écoutez, vous savez, c'est ce qui me frappe. Ce qui me frappe, c'est que les mesures, les gestes barrières, le masque, le lavage des mains, etc., ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits puisque la courbe est nettement en dessous de celle de mars-avril et qu'elle progresse, oui, mais très lentement. On voit quand même qu'il y a une préoccupation dans la population qui se plie à un certain nombre de contraintes, des contraintes lourdes, des contraintes importantes. Vous savez, travailler toute la journée avec le masque, c'est très, très difficile. On vous le confirme. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'a pas une place de plus en réanimation. C'est qu'on n'a pas une infirmière de plus, et même on en a moins. Le pire, c'est qu'on en a moins parce qu'on a toujours les 5000 places en théorie, mais en réalité... Et vous avez vu qu'on peut s'adapter jusqu'à 19 000, je mais crois, dit Olivier Véran. Mais c'est pas vrai, c'est même pas vrai, puisque aujourd'hui, même sur les 5000 places en réanimation, il y en a plusieurs centaines qui ne pourraient pas fonctionner par manque de personnel. Parce que, y compris depuis cet été, septembre, il y a des infirmières qui sont parties de l'hôpital, qui ont quitté l'hôpital. C'est pas qu'un problème de formation. Et une infirmière de réa, ça se forme. Mais c'est même pas seulement ça. C'est que justement, les conditions de travail sont telles, les salaires sont tellement bas, il n'y a aucune reconnaissance. Eh bien, effectivement, il y a eu cette hémorragie-là en permanence. Et puis, vous savez, on peut peut-être difficilement former une infirmière en 6 mois. Mais on peut former une aide-soignante, on peut former une ASH, on peut former un brancardier. Et ça manque aussi dans les hôpitaux. Tout ça, ça n'a pas été fait par l'État. Et ça, c'est un scandale.